Bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous faire cette présentation qui est en fait un cas clinique de rythmologie, mais qui est très bien étoffé en imagerie. Et donc j'ai le plaisir de vous présenter le cas de cette jeune patiente qui est âgée de 30 ans, qui n'a pas d'antécédents particuliers et qui se présente à la consultation pour des palpitations et des malaises lipothymiques de repos avec une fréquence moyenne de 4 à 5 par jour. L'examen physique de cette patiente, le jour de sa visite médicale, était strictement normal et notamment il n'y avait pas de signe d'insuffisance cardiaque. Alors, pour vous dire la vérité, cette patiente était initialement adressée au chirurgien cardiaque pour prise en charge, pour une suspicion de CIA type sinus venosus. Donc, en voyant cet ECG, le chirurgien nous la réadresse pour une réévaluation cardiovasculaire. Donc, chez nous, à son admission, le CG est assez intriguant, dans le sens où on a des anomalies qui sont pas évidentes quand on regarde et qu'on lit très rapidement le CG. Et surtout, on voit de manière évidente des extrasystoles, qui sont des extrasystoles à type de retard gauche et d'axe inférieur. Donc, cette patiente a bénéficié d'une échocardiographie le jour de sa première visite, laquelle a objectivé une dilatation évidente des cavités cardiaques droites, comme vous le voyez, avec une dilatation importante de l'oreillette droite et surtout une dilatation importante du ventricule droit, avec un aspect un petit peu hyperéchogène de la bandelette modératrice du ventricule droit. Et de manière globale, le ventricule droit marche bien, donc sa cinétique est bonne, avec tout de même peut-être un petit bémol sur ce petit segment qui est un petit peu dyskinétique, donc le segment apical de la paroi latérale du ventricule droit. Donc les paramètres en bidimensionnel confirment la dilatation du ventricule droit avec une bonne fonction systolique du ventricule droit. Au strain, pareil, donc on retrouve des arguments en faveur d'une fonction ventriculaire droite qui est normale. Et donc, la première hypothèse diagnostique devant un patient qui a des anomalies électriques au niveau du précordium droit et des anomalies échocardiographiques. Donc, le premier diagnostic auquel on pense, c'est avant tout la dysplasie arythmogène du ventricule droit. Donc, pour pouvoir confirmer ou infirmer ce diagnostic, cette patiente a été adressée pour une IRM, mais je vais tout simplement revenir sur les critères, sur les nouveaux critères de la task force qui ont été mis à jour en 2010, depuis les premières recommandations en 1994. Et dans ces nouveaux critères, donc, on retrouve comme critère majeur les ontées négatives dans tout le précordium droit de V1 à V3 en l'absence d'un bloc de branche droit. Ça, c'est important. Dans quel cas, si le bloc de branche droit est présent, c'est plutôt un critère mineur, même si les ontées intéressent le précordium droit. Et bien sûr, la mise en évidence du nom d'epsilon, qui n'est pas toujours évidente à voir sur les dérivations précordiales. Donc, si on réanalyse avec une loupe, parce que c'est vraiment le cas, le CG de cette patiente, eh bien, vous remarquerez que dans les dérivations précordiales droites, il y a donc tout d'abord des ontées négatives en V1, V2 localisées, en V3 non. Et puis, on constate qu'au niveau de la partie terminale du QRS, il y a une petite encoche, là, qui n'est pas évidente. Franchement, quand on voit le CG très rapidement, donc on peut passer à côté, mais il y a une petite encoche qui laisse à supposer que c'est très probablement une onde epsilon. Et enfin, donc, lorsqu'on essaie d'explorer davantage l'analyse de cet électro, les nouveaux critères ECG de la task force ont inclus un nouveau élément qui est la mesure du délai d'activation de la partie terminale du QRS, laquelle est mesurée entre le nadir de l'onde S et la fin du QRS. Et lorsque ce délai est supérieur à 55 millisecondes, c'est en lui-même un autre critère mineur de dysplasie arythmogène du ventricule droit. Donc pour notre patiente, on a un aspect ECG qui rappelle cet aspect, qui est retrouvé dans la littérature et qui, donc dans cet article également, insiste sur le fait que l'onde epsilon peut être extrêmement variable et peut être retrouvée sur une des dérivations V1, V2 ou V3. Donc il faut savoir la rechercher. Et en général, on ne trouve que ce qu'on cherche. Alors, je profite aussi de cette occasion pour rappeler aussi les critères échocardiographiques de la task force,
donc, qui permettent de retenir un critère majeur lorsqu'on a des troubles de la cinétique à type d'akinésie, dyskinésie ou d'anévrisme du ventricule droit en association avec une des mesures suivantes. Donc, pour mémoire, l'hypokinésie n'est pas un critère. Donc, alors, selon la littérature, il apparaît que l'échocardiographie conventionnelle, donc bidimensionnelle, n'est pas suffisante pour pouvoir faire le dépistage de la dysplasie arythmogène, et de nouveaux articles ont été publiés et ont permis en effet de démontrer que les nouvelles techniques d'imagerie, en particulier le Doppler tissulaire bidimensionnel et le strain, sont nettement supérieurs aux paramètres échocardiographiques conventionnels pour le dépistage des dysplasies arythmogènes, et que le strain longitudinal, en particulier dans cette population de patients, est le plus souvent abaissé. Donc, voici un exemple de patient dysplasique, donc avec les courbes vélocimétriques en Doppler tissulaire. Donc, dans ce cas particulier, la dysplasie a intéressé le segment, alors ici c'est la courbe jaune, donc c'est le segment basal de la paroi latérale du ventricule droit, tandis que dans ce deuxième cas de dysplasie, le segment dysplasique est plutôt apical et correspond en fait à cette courbe rouge. Donc, cette patiente a été adressée au docteur Dormy pour une évaluation à la recherche d'une dysplasie arythmogène. Et donc, les données IRM viennent confirmer le diagnostic qui a été suspecté initialement. Donc, on retrouve donc, les mêmes données, notamment une dilatation importante des cavités droites, avec donc, un trouble de la cinétique qui est extrêmement discret au niveau de la pointe du ventricule droit. Je dirais une akinésie de la paroi antérieure du ventricule droit. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais au niveau de la pointe, il y a une petite déformation anévrismale, donc, qui est là encore très en faveur d'une dysplasie arythmogène du ventricule droit. Il me semble de mémoire que les séquences à la recherche d'un rehaussement tardif étaient négatives chez cette patiente. Donc, actuellement, les nouveaux critères de 2010 incluent les critères IRM, alors qu'en 1994, l'IRM ne faisait pas partie des critères diagnostiques de dysplasie. Donc, on retiendra un critère majeur de dysplasie arythmogène lorsqu'on a des troubles de la cinétique à type akinésie, dyskinésie ou un asynchronisme de contraction en association avec l'un des arguments suivants, qui est donc un volume du ventricule droit qui est augmenté ou alors une dysfonction ventriculaire droite. Donc pour notre patiente, donc on était en présence d'un volume ventriculaire droit qui était élevé, donc supérieur à 100 ml par mètre carré de surface corporelle. Certes, une fonction ventriculaire droite qui est normale, mais avec une akinésie de la pointe et une petite formation anévrismale. Donc voici juste un petit tableau qui récapitule en fait les critères IRM et qui montre en fait que les nouveaux critères de 2010 sont des critères quantitatifs, beaucoup plus que qualitatifs, et qui permettent donc d'évaluer de manière beaucoup plus précise les lésions qui peuvent suggérer une dysplasie arythmogène du ventricule droit. Alors, une équipe s'est intéressée à tester ces critères, ces nouveaux critères, dans une population de patients étiquetés comme dysplasiques, et ils ont testé sur cette même population les critères IRM de 1994 et les critères IRM de 2010. Et les conclusions de cette étude sont assez étonnantes. Et les auteurs ont en effet démontré qu'en appliquant ces nouveaux critères, on était beaucoup plus spécifique et la proportion des patients étiquetés comme dysplasiques a été diminuée pratiquement de 10%. Donc au lieu de 22% de patients, on n'avait plus que 2,6% qui avaient un critère IRM de dysplasie arythmogène. Donc c'est là un argument supplémentaire qui soutient la place de l'IRM dans le diagnostic de la dysplasie arythmogène du ventricule droit. Donc, dans le cadre de la stratification du risque rythmique pour notre patiente, cette patiente a bénéficié d'un Holter ECG. Je vous montre juste au passage l'enregistrement ECG de repos du Holter, qui nous permet de revoir un peu cet aspect de trouble conductif non spécifique avec cette dépolarisation un petit peu anormale au niveau de la fin du QRS. Alors, cette patiente, elle avait surtout des salves de TVINS non soutenues. La plus longue, elle faisait 7, il y en avait 7. Donc, c'est des TV qui sont à type de retard gauche,
donc avec cet aspect négatif en V1, et d'axe inférieur, donc ce qui suggère une origine infundibulaire de la tachycardie ventriculaire. Et j'insisterai beaucoup sur la charge en ESV, qui est de l'ordre de 24 000 ESV par jour, soit pratiquement une charge moyenne de 23%. Donc au final, on est en présence d'une patiente qui est jeune, qui a 30 ans, qui est symptomatique bien sûr sans traitement, qui est en fait le premier cas index de dysplasie arythmogène et qui regroupe tous ces critères, donc mineurs et majeurs, donc lesquels, donc, une fois la synthèse faite, nous permettent de retenir un diagnostic certain de dysplasie arythmogène du ventricule droit. Donc, quelle stratégie thérapeutique pouvons-nous proposer pour cette patiente? Donc, la stratégie n'est pas une stratégie standardisée, mais elle doit être au cas par cas, en fonction bien sûr de la clinique et en fonction surtout de la stratification du risque rythmique pour cette patiente. L'objectif primaire étant bien évidemment de prévenir la mort subite et de réduire les arythmies malignes chez les patients à haut risque. Donc l'une des premières mesures, c'est la restriction de l'activité sportive. Donc c'est une recommandation formelle, une recommandation de classe 1, étant donné que le sport et toutes les situations de stress sont des situations qui favorisent la progression de la maladie. Alors, donc, voici très succinctement donc, un petit tableau qui résume les différentes activités à proscrire et les autres activités qui peuvent être faites, mais avec une surveillance stricte. Donc, le traitement médicamenteux, quant à lui, a une place qui est un petit peu vague. Les antiarythmiques ne peuvent être prescrits que seulement si on a une tachycardie ventriculaire soutenue et documentée, ou alors à visée symptomatique chez les patients qui ne sont pas candidats à un défibrillateur automatique implantable. Alors là encore, donc le sotalol, c'est le médicament qui est le plus efficace, avec une réduction des arythmies qui est de l'ordre moyenne de 70%. L'amiodarone, quant à elle, bien sûr, peut être prescrite, mais généralement, elle est réservée en dernier recours en raison de ses nombreux effets secondaires, et ce en particulier chez une population de patients qui sont extrêmement jeunes. Et là encore, donc, le débat sur la place des antiarythmiques dans la dysplasie est encore ouvert, puisque de nombreuses études ont en effet démontré que même sous traitement antiarythmique, les patients n'étaient pas protégés. Donc, grande question par rapport à la place des antiarythmiques dans la dysplasie arythmogène du ventricule droit. Donc, quelle est la place du défibrillateur dans le traitement de la dysplasie ? Donc il faut savoir que l'incidence annuelle des thérapies elle est extrêmement élevée chez ces patients-là, donc elle varie de 5 jusqu'à 22% par an, et que bien évidemment dans le cadre de la prévention secondaire, c'est-à-dire en cas de TV soutenu, de mort subite récupérée ou de fibrillation ventriculaire, c'est une indication formelle, une indication de classe 1. Et actuellement, de plus en plus, on est en train de revenir sur les indications primaires et la plupart des gros centres implantent des défibrillateurs automatiques implantables, même pour les patients qui ne sont pas dans cette catégorie de patients, mais qui sont jugés comme étant à haut risque rythmique. Et donc, parmi les facteurs prédictifs qui ressortent dans la plupart des papiers que j'ai revus récemment, donc c'est l'âge jeune du patient, le statut de premier cas index, donc c'est un facteur de risque indépendant, la survenue d'une syncope, la dysfonction ventriculaire gauche, une charge en ESV importante, une histoire familiale de mort subite et enfin une atteinte extensive du ventricule droit associée à éventuellement une atteinte du ventricule gauche. Alors, juste pour étoffer un petit peu la discussion, donc voici un article donc, qui n'est pas très récent, qui date de 2010 et qui a essayé de tester l'incidence, l'efficacité et la safety du défibrillateur implanté en prévention primaire chez des patients qui sont dysplasiques, mais qui sont jugés à haut risque de mort subite. C'est-à-dire c'est des patients qui ne rentrent pas dans la classe des indications de classe 1. Alors ces patients avaient tous des facteurs de risque, type syncope de repos, histoire familiale de mort subite, TVNS au Holter OCG ou inductibilité d'arythmie ventriculaire lors de la stimulation ventriculaire programmée. Et il apparaît sur un suivi moyen de 5 ans, 25% des patients qui ont été implantés d'un défibrillateur en prophylactique donc, ont reçu des thérapies appropriées, soit pour de la TV, soit pour de la fibrillation ventriculaire. Le délai de survenue de premier événement est variable, de 5 à 66 mois. Et finalement, ces thérapies appropriées touchent en particulier le sujet jeune et les sujets qui ont ces facteurs de risque rythmique. Alors, y a-t-il une place pour la stimulation ventriculaire programmée ? Est-ce qu'il faut la faire pour voir si le patient est inductible ou pas ?
Eh bien, cette même étude vient un petit peu démontrer que la stimulation ventriculaire, dans ce cas particulier, est obsolète, puisque 30% des patients qui avaient une stimulation ventriculaire programmée négative ont eu des thérapies appropriées. Donc au final, même si on fait une stimulation ventriculaire programmée, elle n'est pas pour autant rassurante, en particulier si elle est négative, puisque 30% des patients peuvent faire des arythmies ventriculaires malignes. De plus, l'arythmie induite lors de l'exploration électrophysiologique ne prédit en aucun cas la survenue d'une arythmie. Donc c'est un examen qui a aussi bien une mauvaise valeur prédictive négative et une mauvaise valeur prédictive positive. Alors, par ailleurs, les mêmes auteurs ont en effet souligné un point important qui est le fait que l'incidence des thérapies n'est absolument pas modifiée par la prise ou non des antiarythmiques. Donc ça, c'est assez inquiétant parce que quand on voit le patient et qu'on prescrit des antiarythmiques, on se dit, bon, déjà, on va permettre de réduire un peu la charge en ESV, et on espère justement qu'il ne va pas faire d'arythmie ventriculaire maligne, mais finalement, les antiarythmiques ne protègent en aucun cas le patient. Et si les antiarythmiques sont bons pour le cœur du médecin qui se dit rassuré, eh bien le seul traitement efficace pour le patient dysplasique, c'est le défibrillateur automatique implantable. Vous allez me poser la question, est-ce que cette patiente a eu un défibrillateur? Malheureusement, non. Parce que dans les 6 semaines qui suivent le diagnostic de confirmation de dysplasie, elle est tombée enceinte. Donc cette dame, finalement, elle est sous traitement antiarythmique. Elle est actuellement au 7e mois de grossesse. Et j'ai fait une bibliographie dans ce sens. J'ai recherché un petit peu ce qu'il y a dans la littérature. Il y a très très peu de papiers, ça se compte sur le bout des doigts, les patientes dysplasiques et qui sont implantées d'un défibrillateur. Mais quoi qu'il en soit, ce papier qui est tout récent donc, nous a permis d'un petit peu orienter, nous aussi, notre prise en charge de la patiente. Et il est plutôt rassurant dans le sens où la grossesse est finalement bien tolérée par les femmes dysplasiques, même si les conditions de charge de la grossesse exposent justement la patiente à faire des arythmies, parce qu'on le sait bien que le mécanisme de déclenchement des arythmies ventriculaires malignes dans la dysplasie, c'est le stress adrénergique. Et que finalement ces patients peuvent être suivis avec une surveillance stricte, bien sûr tout en les maintenant sous traitement antiarythmique, avec bien sûr une surveillance extrêmement rigoureuse du rythme cardiaque fœtal et de la croissance du fœtus. Par contre, en cas de tachycardie ventriculaire soutenue, et c'était le cas de cette observation, la grossesse ne doit en aucun cas constituer une contre-indication à l'implantation d'un défibrillateur. Et dans cette observation, la patiente a eu un défibrillateur alors qu'elle était à 30 semaines d'aménorrhée. Et enfin, donc le dépistage prénatal est également possible, mais comme on le sait, dans notre contexte socioculturel, même si ce dépistage s'avère positif, il est difficile d'avoir recours à un avortement thérapeutique dans ce contexte-là. Voilà, donc je terminerai juste par ce diapo. Je vous ai fait un petit tableau qui récapitule tous les critères modifiés de la Task Force de 2010, classés selon les différentes catégories. Je vous remercie.